Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'Intelligent Club. Côte d'Ivoire, convention du PDCI RDA, enjeux et perspectives. Présidentielle 2025, Laurent Gbagbo part-il isolé? Gabon, Macron, Ouattara, des félicitations légitimes pour Brice Oligui Nguema. Enfin, AUS, faut-il suivre l'exemple d'Oligui Nguema au Gabon? Comme chaque soir, Jean-Richard Nguessan et Soro Djabiga nous apportent leur expertise pour le décryptage de l'actualité. On marque une pause et on revient pour les analyses. Dans seulement 24 heures, Jean-Richard, ce mercredi 16 avril, le PDCI RDA tient sa convention élective pour plébisciter son président Tidjane Thiam à la candidature du parti à l'élection d'octobre 2025. Est-ce que cela marque un tournant dans le processus électoral en Côte d'Ivoire? Ah oui, forcément. Vous savez, depuis 2 ans, les tentatives de déstabilisation à l'encontre du PDCI RDA se multiplient. Il y a des problèmes internes, des problèmes judiciaires. Il y a eu quelques départs de certains membres assez influents du bureau politique. Le parti subit, quoi qu'on dise, une sorte de cabale depuis quelques années. On sait que Tidjane Thiam, quoi qu'on dise, a apporté un regain de vitalité au niveau de ce parti politique. Et la 18e session du bureau politique qui s'est tenue le 5 avril dernier est un véritable espoir pour le PDCI RDA. Selon le communiqué final d'ailleurs, le bureau politique s'est passé dans un climat assez apaisé et fraternel. Près de 600 membres étaient présents, le comité de sages, des sympathisants, des militants, des personnes qui sont venues apporter leur soutien non seulement au PDCI RDA, mais témoigner aussi de leur fidélité au parti. Et puis, à l'issue de ce bureau politique, le communiqué final a mis en avant 2 aspects, non seulement le bilan des activités au niveau du PDCI RDA, le bilan d'activité du président Thiam, et puis notamment ce qui est véritablement important et qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est l'organisation de la convention. Et on ne va pas revenir sur le bilan, mais parlant de la convention, l'objectif principal selon le PDCI RDA, c'est de désigner leur champion pour les prochaines élections présidentielles d'octobre 2025. Et la proposition à cet effet du professeur Niamke, qui est le président du comité scientifique, a été adoptée. Et selon sa proposition, il y aura des conventions locales dans 45 localités du pays et 5 à l'étranger. Et comme vous l'avez dit, des conventions éclatées, et ces différentes conventions démarrent d'ailleurs à partir du 16 avril, c'est-à-dire demain. Mais il y a un comité électoral qui sera également mis en place. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y aura des missions dans toute la Côte d'Ivoire pour montrer véritablement que le PDC connaît un regain de vitalité. Il y aura la supervision de ces différentes conventions par le comité électoral qui sera mis en place. Et puis il faut noter que depuis ce matin, et il faut... Ce matin donc du 15 avril, mardi 15 avril. Effectivement, les conventions locales ont commencé à se dérouler dans certaines régions. Donc on salue ce dynamisme au niveau du PDCI RDA et on espère que cette convention va bien se tenir dans un climat aussi fraternel qu'apaisé pour qu'à la sortie de cette convention, on puisse voir véritablement qui est le champion du PDC, même si on sait... Aucun suspense, c'est Thiam étant l'unique candidat à la candidature du parti pour l'élection présidentielle. Soro Djabiga, la convention qui s'organise, on s'achemine tout droit de façon tout à fait évidente vers un plébiscite du président du parti, comme cela est d'ailleurs de coutume au sein du PDCI RDA. Est-ce que à travers cet événement, Thiam s'assure de sa mainmise de façon définitive sur l'appareil politique du plus ancien parti de Côte d'Ivoire? C'est bien dit, vous avez bien vu, chers confrères. Vous savez, depuis l'élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI, le parti connaît une nouvelle dynamique qui se veut... En décembre, voilà, le parti connaît une nouvelle dynamique qui se veut plus structurée et tournée vers l'avenir. Et la Convention s'inscrit dans cette volonté de réorganisation profonde et de projection sur l'élection de 2025. Elle comporte plusieurs enjeux. D'abord, elle permettra de renforcer la légitimité de Tidjane Thiam. Parce qu'il faut dire que depuis son élection à la tête du parti, c'est sa première grande rencontre politique nationale
Donc cette occasion lui permettra de s'affirmer et d'affirmer son leadership, de montrer qu'il a la main mise sur le parti et que c'est lui qui dirige le parti. Le deuxième enjeu est la structuration du parti. Parce que Tidjane Thiam s'est toujours engagé dans la modernisation du parti et le redéploiement du parti sur toute l'étendue du territoire national. Notamment un renouvellement. Avec un renouvellement justement staff, des instances politiques, des instances dirigeantes. Voilà, donc cette convention-là permettra de valider cette stratégie-là et bâtir une machine électorale pour pouvoir inquiéter aujourd'hui le pouvoir en place. L'autre enjeu encore, c'est la construction d'un discours politique. Le PDCI a besoin aujourd'hui d'un narratif qui sera fondé sur des intérêts, des enjeux nationaux, comme la gouvernance, l'emploi et la justice sociale. Donc il y a tout ça mis l'un dans l'autre qui permettra à Tidjane Thiam de renforcer et d'accroître son leadership. Donc pour conclure, je pourrais dire que cette convention est capitale. Elle permettra d'affirmer le leadership de Tidjane Thiam. Elle lui permettra de montrer qu'il a la capacité de rassembler autour de lui et de porter un projet commun vers un aboutissement que tout le monde connaît. Jean-Richard, il y a des contestations judiciaires qui sont en cours. D'ailleurs, le 24 avril, donc un peu plus d'une semaine après le début de la convention, il y a un procès dont le verdict s'annonce très capital pour l'avenir politique de l'ex-patron du Crédit Suisse. Sur ce point, est-ce que le fait de porter Tidjane Thiam, puisque certainement à cette date il sera confirmé dans sa posture de candidat à la candidature du parti pour la présidentielle, Tidjane Thiam peut-il imposer son rythme au pouvoir ou à l'appareil judiciaire ivoirien? Vous savez, dans l'évolution de l'actualité politique, le PDC a dû changer de stratégie et d'agenda. Ce qui était prévu, c'était aller à cette convention le plus tard possible. Mais au regard des déstabilisations, des tentatives de déstabilisation qui se multiplient, des procédures judiciaires qui ne cessent de s'enchaîner, au regard de l'actualité qui met en lumière le départ de plusieurs cadres du PDCI qui montre que c'est un parti assez fragile qu'on observe aujourd'hui. Le PDC essaie de changer plus ou moins sa marche et sa dynamique. Ils se disent, eh bien, le président Tidjane Thiam étant accusé de bien de choses, autant nous, au PDCI, le porter contre notre candidat naturel pour mettre fin à tout ce qui s'organise comme déstabilisation. Est-ce que le PDCI arrivera à imposer son rythme au parti au pouvoir ou encore au système judiciaire? On attend véritablement de voir. Mais pour ma part, c'est une belle dynamique que connaît ce parti, de porter le président Thiam comme leur champion. Mais j'espère aussi, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir d'autres candidatures. Fort malheureusement, Bion, qui était considéré comme le challenger, n'a pas osé faire acte de candidature. C'est bien dommage. C'est un Tidjane Thiam qui part donc en roue libre. J'espère qu'il sera porté par le PDCI et que ce parti-là va continuer de le porter peut-être jusqu'aux élections présidentielles prochaines. Soro Djabiga, le président Thiam qui part certainement de façon incontestable pour s'asseoir dans le fauteuil de candidat à la candidature du parti. Seulement, il y a un problème. Jusqu'aujourd'hui, on est dans l'incertitude. Le 24 avril, et si une décision de justice vient contrarier les plans de cette formation politique, dans la perspective d'un retour au pouvoir dans les urnes, alors que son président est toujours menacé de mise à l'écart du fait de l'imbroglio autour de sa nationalité. Alors, sur ces entrefaits, faut-il pour le PDCI, comme le recommandent certains cadres du parti, notamment la dissidente Valérie Yapo, prévoir un plan B? Ce n'est pas envisageable. Dans le discours et dans la stratégie du PDCI, on comprend aujourd'hui que le PDCI a minimisé ce volet dont vous parlez maintenant. Le PDCI est passé à une autre étape. Le PDCI se prépare pour l'élection de 2025. Le PDCI ne calcule pas ce qu'on appelle ce que vous appelez menace, c'est-à-dire les imbroglios internes et le problème judiciaire aujourd'hui. Je pense que le PDCI à un certain niveau, parce qu'il estime qu'il va vaincre ce système-là, il va vaincre ce problème-là. Donc je ne pense pas que le PDCI soit sous le coup. Même persistante. Oui, mais le PDCI a plusieurs cartes, c'est un grand parti, c'est l'un des plus vieux partis d'Afrique et je pense que Tidjane Thiam détient plusieurs cartes qui lui permettront de passer cette étape-là. Honnêtement, j'ai envie de vous demander, à partir de votre réponse, en dehors de Tidjane Thiam, est-ce que vous percevez un autre profil parmi les cadres du parti que l'on connaît, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui pourrait éventuellement faire acte de candidature en lieu et place du banquier? Oui,
PDCI regorge quand même plusieurs cadres, il ne faut pas insulter ce parti. Mais je peux citer un nom. Non, mais au-delà des compétences, je parle même de la popularité, de l'assise légitime au niveau des bases militantes. Qui peut avoir l'aura de Tcham pour oser le remplacer éventuellement? C'est le système qui fonde et qui forge la popularité d'un leader politique. Moi, je vois Akossi Benjo. C'est quelqu'un qui était bien parti avant qu'il ne parte en exil. Donc, je pense qu'à défaut de Tidjane Thiam, je vois peut-être un Akossi Benjo qui est bien parti. Mais comme je le dis tout à l'heure, cette éventualité-là n'est pas envisageable. Le PDCI ne voit que Tidjane Thiam et ce n'est pas négociable. Très bien. Alors, il y a également Jean-Richard Nguessan, Laurent Gbagbo, qui a des revendications qui vont de pair avec celles de la coalition pour l'alternance pacifique, donc le Cap Côte d'Ivoire, qui regroupe le PDC RDA, le MGC et d'autres fortes formations de l'opposition, telles que le COGEP et autres. Seulement, Gbagbo Laurent évolue un peu en loup solitaire. L'appel de Benoît n'a pas été entendu, en tout cas pas de façon formelle, par les principales chapelles politiques en Côte d'Ivoire. Il semble être isolé. Dans ces conditions-là, comment est-ce que vous percevez la stratégie de l'ancien président? Vous savez, quoi qu'on dise, Laurent Gbagbo était un fin stratège politique. Et au fil des années, il a su se réinventer. On en parlait ici même. On a évoqué son parcours politique. C'est un parcours politique qui n'a pas été une ligne droite. C'est un parcours politique qui a connu bien de difficultés. On sait qu'en 1982, il part en exil, il revient en Côte d'Ivoire en 1988. Ensuite, il se présente aux élections, il est élu député, mais bien avant, il a connu des difficultés lorsqu'il était syndicaliste. Très peu de personnes, lorsque Laurent Gbagbo a été inculpé en 2011 et déporté à La Haye, se disait qu'il allait revenir en Côte d'Ivoire, mais il a été acquitté en 2019, il signe son retour en 2021. On a été fort surpris. Beaucoup d'analystes ont été surpris aussi de sa capacité de mobilisation. On l'a vu récemment avec cette fête du côté de Dabou. Donc c'est un homme qui, c'est vrai, peut paraître isolé dans sa stratégie politique, mais je pense qu'il gagnerait aussi pour ma part à, pourquoi pas, essayer de négocier avec les autres partis d'opposition. C'est vrai que c'est un homme fort, mais aujourd'hui, il est face à un RHDP qui est un parti, quoi qu'on dise, à la limite indétrônable, qui a tellement de députés, qui a énormément de maires, qui a des conseillers. C'est un parti fort, quoi qu'on dise. Et Laurent Gbagbo, en état actuel des choses, ça m'étonnerait qu'il puisse à lui seul battre ce RHDP. Soro Djabiga, vous qui étiez à Dabou le week-end dernier pour la fête de la Renaissance et qui suivez de façon très minutieuse les activités du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, l'appel de Benoît, c'est un échec? Non, l'appel de Benoît n'est pas un échec. Je vais revenir un peu pour faire l'état des lieux et je vais analyser un peu la suite. C'est un appel mort-né parce qu'il n'a pas prospéré. Dans quelle période? Le tout n'est pas encore joué. Nous sommes encore dans le jeu politique. L'élection n'est pas encore arrivée. Laurent Gbagbo est une figure centrale dans la scène politique aujourd'hui, mais il est confronté à plusieurs défis. Il y a d'abord l'isolement institutionnel. Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. Et aujourd'hui, son sort dépend du Conseil constitutionnel et d'une volonté politique. C'est réel, il n'est pas sur la liste électorale aujourd'hui et ce sont les deux éventualités qui peuvent notamment lui permettre de revenir sur la scène politique et dans la course électorale. Le deuxième défi, le deuxième problème, c'est qu'il a une isolation stratégique. Laurent Gbagbo peine, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, il peine à rassembler la gauche, il peine à fonder une alliance solide. Et ça, c'est un handicap. Et c'est un handicap parmi tant d'autres. Il peine à fonder une alliance solide au niveau de la gauche. Le partenariat, l'alliance avec le PDCI ne tient pas encore, mais il a mort de Bédier. Cette alliance s'est évaporée complètement. Oui, mais je pense que ça a été remis sur la table des discussions et je vous promets que les jours à venir, vous sentirez qu'il y a des choses, il y a des actions communes qui vont être... Le secret des dieux? Non, pas vraiment, mais on analyse sainement la situation comme tout le monde. Donc je pense que l'alliance avec le PDCI a été polie, mais elle manque de convergence parce que pour le moment, les deux leaders qui incarnent les deux formations politiques n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes réalités. Mais avec les retraits successifs qu'on a vus de la CEI, je pense que ces deux formations politiques ne vont pas tarder à se mettre ensemble. Maintenant, si Laurent Gbagbo veut jouer un rôle en 2025, il faudra qu'il cesse d'hésiter et qu'il prenne l'initiative de rassembler la gauche. Aujourd'hui, c'est ce qui dérange Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam a réussi à former la CAPSI, disons, même s'il est avec des partis qui ne sont pas assez
représentative sur tout l'étendue du territoire national, mais il y a une coalition quand même qu'il dirige. Je pense que c'est ce qui manque à Laurent Gbagbo. Non, mais je pense qu'en dehors c'est vrai, du PDCI et du PPACI, les autres grands partis politiques qu'on peut citer entre autres, le COGEP, le MGC quand même, à part le RHDP bien sûr. Donc ceux qui sont dans la CAPSI sont plus ou moins des formations très significatives en dehors des peut-être trois grands partis. Non, je veux dire en dehors des trois grands partis que nous connaissons, le RHDP, le PDCI ou le PPACI. Mais Laurent Gbagbo, justement, c'est justement de ça que je parle. Simone Gbagbo, ce n'est pas rien, c'est une voix qui porte. Charles Blé Goudé, il n'est pas du tout un inconnu. Afin Guessan, quoi qu'on dise, il est quand même un poids. Bonique Laverie sont des voix qui sont entendues. Toutes ces voix-là sont du côté de Tidjane Thiam. Alors là, Gbagbo Laurent, personne ne semble être intéressé par ces propositions. Est-ce qu'il n'est plus vendable? Vous savez, Gbagbo, au regard de son histoire et de sa trajectoire, il estime, peut-être, ou son parti estime qu'il est celui qui doit incarner la gauche. Et pourtant, il y a aujourd'hui, quoi qu'on dise, un visage qui émerge, qui sort du lot, une figure qui plaît, qui séduit aussi bien à l'international qu'au plan local. Au-delà des clivages idéologiques. Il y a un homme tel que Tidjane Thiam qui est énormément apprécié par certains. Et je pense que la présence de Tidjane Thiam, je pense qu'au niveau du PPACI, ils se disent, ou Laurent Gbagbo se dit, aller avec le PDCI, c'est apporter de l'eau peut-être au moulin de Tidjane Thiam. Se mettre derrière Thiam, Tidjane Thiam. Pour lui est une humiliation. Et je pense que cela pose problème aujourd'hui. Et puis vous savez, Gbagbo a eu des mésententes avec plusieurs de ses lieutenants. Gbagbo, on se souvient encore de la fameuse scène à l'aéroport d'Abidjan, à son retour avec Charles Blé Goudé, avec qui il a des rapports très conflictuels. Afin Guessan pareillement. Et avec toutes ces personnages, je pense qu'il n'a pas eu la capacité de discuter, de se rapprocher de ces personnages. Et aujourd'hui, il est assez difficile pour lui d'être celui-là qui porte la voix au niveau de la gauche ivoirienne. Laurent Gbagbo, comme leader de l'opposition, autour duquel toutes les grandes figures pourraient se rassembler, un peu comme cela se voit aujourd'hui avec Thiam au sein du CAPSI, c'est impossible, c'est de l'utopie. Non, ce n'est pas impossible. L'appel est toujours lancé. Laurent Gbagbo attend que toutes les autres formations politiques qui sont des acteurs majeurs de l'opposition se rapprochent vers lui. À un moment donné, nous avons... Il ne se mettrait pas au sein de la CAPSI. Non, le problème avec la CAPSI, c'est que chacun des deux formations leaders des deux grands partis politiques refuse d'être subsidiaire. Dans le cas du PPACI, les gens estiment qu'ils ne peuvent pas accompagner le PDCI pour prendre le pouvoir. Parce que selon eux, ils sont majoritaires sur l'étendue du territoire national et ils ont un leader qui a été chef d'État. Au niveau du PDCI, ils estiment qu'ils ont fait 23 ans dans l'opposition, ils ne peuvent plus venir accompagner encore quelqu'un comme ils l'ont fait avec le RHDP. Donc il y a ça qui coince un peu, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les enjeux que nous avons maintenant et la situation commune que les deux vivent, je pense que ça va favoriser l'alliance. Je pense bien. Très bien. Second sujet de cette émission, on a vu le samedi 12 avril dernier, donc il y a cela quelques jours à peine, le putschiste gabonais, le général Brice Oligui Nguema, qui s'est fait élire enfin démocratiquement à la présidentielle au Gabon avec un score franchissant la barre des 90%, on pourrait dire un score à la stalinienne. Brice Oligui Nguema, donc élu de façon démocratique enfin, qui peut gouverner le Gabon avec aisance, qui peut se prévaloir donc du titre de démocrate. Sur ce point-là, sans Richard Nguessan, quelle lecture est-ce que vous faites des réactions de la France et de la Côte d'Ivoire? On a vu le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien qui ont adressé leurs félicitations au Gabonais Oligui Nguema. Comment est-ce que vous percevez ces différents gestes? Je pense que ces réactions sont légitimes. Je pense pour ma part que ces réactions sont légitimes parce qu'on a assisté aussi bien comme de nombreuses personnes aux élections du côté du Gabon. On sait que tout s'est passé dans un climat assez apaisé. Une des élections où l'électricité ou encore Internet n'ont pas été coupés dans certaines régions du pays. Tout s'est passé assez tranquillement. Et puis, la plupart du temps, lorsqu'il y a un coup d'État, les personnes qui incarnent cette insurrection militaire sont très souvent portées au pouvoir, à l'exception peut-être du général Robert Guéhi en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez dans l'histoire politique de l'Afrique, la plupart des militaires qui ont fait un coup d'État,
quelques mois après ou quelques années après, ont dirigé le pouvoir quand la volonté a été manifeste, à l'exception du général Robert Guéhi. Donc je pense pour ma part qu'il n'y a véritablement pas quelque chose de surprenant dans sa venue au pouvoir. On attend de voir ce qu'il va apporter au peuple gabonais. Il y a eu des promesses et on espère que ces promesses seront tenues. Avant de permettre à Soro de rebondir sur ce sujet, donc sur les réactions des chefs d'État ivoiriens et français à l'élection de Brice Oligui Nguema, on me signale maintenant enfin que l'élément de David Bédia est près du confrère David Bédia, qui a coutume d'intervenir dans le cadre de cette émission. Il s'est prononcé sur l'opportunité pour Laurent Gbagbo d'incarner l'unité au sein de l'opposition ivoirienne. Donc on retourne quelque peu à notre premier sujet et on revient pour poursuivre les débats. Votre thème fait allusion à l'appel de Benoît où le président Laurent Gbagbo a demandé aux partis qui ne veulent plus voir ce pouvoir diriger la Côte d'Ivoire de venir se mettre ensemble avec lui pour dégager le pouvoir RHDP. Mais moi je crois que votre question fait référence au fait que jusque-là, il n'y a pas eu de communication sur les partis qui se mobilisent autour de l'appel de Benoît. Mais je crois que le ministre Danon Djégué, président exécutif du parti, a dit que beaucoup de partis sont partants pour cette vision. Seulement, ils n'ont pas encore communiqué sur les partis signataires de cet accord, sinon les partis adhérents à cette vision. Mais beaucoup de partis sont signataires. Déjà, on attend dans les coulisses que le GPS de Soro Guillaume serait partant. On attend que le FPI de Afin Guessan serait partant. D'ailleurs, c'est ce qui a créé aujourd'hui le schisme au sein du FPI avec le courant démocratie et valeurs. Et donc, il y en a qui, pour l'instant, on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer sur oui ou non. Il y a des partis qui adhèrent à la vision de Laurent Gbagbo, ou bien s'il va seul, on ne peut pas, puisqu'il n'y a pas encore eu de communication pour savoir les partis signataires. Mais n'oubliez pas que depuis la création de la fête de la Renaissance, la dernière édition qui a eu lieu il y a quelques jours à Dabou, c'est la première fois que le FPI y a pris part. Les deux premières éditions, le FPI n'y était pas. Parce que la création du PPACI, nous connaissons bien les circonstances. Et donc, dans les débuts, le FPI et le PPACI, il y avait une guerre froide, voilà, un silence et des observations, surtout que le FPI avait signé un partenariat avec le RHDP. Le PPACI ne s'est pas prononcé, mais était regardant. C'est ce partenariat qui est mort comme il est né. Et donc aujourd'hui, tout porte à croire que les factions du FPI qui se sont séparées hier sont en train de se rapprocher les uns des autres. Le MGC, le FPI et le PPACI sont en train de se rapprocher. C'est vrai, le PPACI n'est pas signataire du CAP Côte d'Ivoire, mais le PPACI a pris acte de la signature et apprécie la vision du CAP. Et dans le fond, c'est pratiquement la même chose. Le CAP parle de la création de conditions pour une élection transparente. Soro, avant de poursuivre sur le Gabon, un commentaire quand même sur ce que vient de dire David Bédia. Un rapprochement FPI, donc Afin Guessan, Laurent Gbagbo, dans la perspective de la présidentielle, c'est possible, c'est envisageable? C'est possible. Tout récemment, il y a eu effectivement cette velléité de rapprochement-là entre le FPI et le PPACI. Et malheureusement, les choses n'ont pas abouti ou continuent de traîner. Mais je vous confirme que les cadres du PPACI et du FPI se rencontraient pour échanger, pour pouvoir envisager ce partenariat-là. Et les choses sont en cours. Même récemment, lorsque le président Afin Guessan avait perdu son frère aîné, les cadres du PPACI sont restés aux côtés de lui du début à la fin jusqu'à l'enterrement. Et on voit le volet solidaire qui est derrière cette action-là, mais il y a aussi une volonté politique qui s'inscrit dans l'action. Avec le GPS, c'est vrai que le parti a été dissous, mais on sent le rapprochement aussi entre le PPACI et les pro-Soro qui mènent conjointement plusieurs activités, plusieurs actions ensemble au niveau de Korogo, de Sinématiali et de Féké dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que Laurent Gbagbo n'est pas isolé. On ne peut pas parler d'isolement parce qu'il y a quand même deux grandes formations politiques qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, avec qui il collabore régulièrement. C'est trop tôt pour lui dire, en tout cas pas le FPI qui est dans la CAPSI. Voilà. Pour revenir sur le Gabon, Soro Djabiga, comment est-ce que vous avez observé les réactions donc, des dirigeants français et ivoiriens suite à l'élection de Brice Oligui Nguema?
D'accord. Oligui Nguema d'abord, qui a pris le pouvoir en août 2023, après le renversement de Ali Bongo Ondimba. Mais il a été félicité, aussitôt félicité après son élection par le président français et le président ivoirien. Au niveau du président français, je vois un peu une diplomatie de recalibrage. Derrière cette action-là, on voit une tentative de préservation des intérêts français vers un pays, le pays gabonais qui est depuis longtemps proche de Paris. Le patriarche Omar Bongo était un pro-français, il a été un acteur de la France-Afrique. Et il y a des anciennes photos qui sont parues dernièrement qui ont permis de comprendre que pendant sa gouvernance, il était toujours accompagné par l'actuel président. Donc je pense que c'est dans la même dynamique, hein, sauf que circonstanciellement ici, comme il s'appelle, Brice Oligui a accédé au pouvoir d'abord par un putsch et après il a démissionné de l'armée et il s'est inscrit dans une dynamique électorale, il a remporté l'élection. Donc je pense que l'action de Macron, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est une action qui vise à préserver les intérêts de la France. Maintenant, avec le président ivoirien, moi je vois plutôt une solidarité sous-régionale. Mais ça a quand même une dissonance avec sa position vis-à-vis des pays de l'AES. C'est pareil pour le président Macron aussi, hein. Les deux ont été dus avec les représentants de ces différents pays-là. Mais avec le président gabonais, on sent un peu que le ton c'est un peu ramolli et c'est le constat qu'on fait. Il faut quand même souligner, juste avant que vous ne poursuiviez, que contrairement aux 3 autres putschistes, non aux 4 autres, il y a eu d'abord la Guinée-Conakry, non d'abord le Mali, ensuite la Guinée-Conakry, on est arrivé au Burkina Faso, puis au Niger, et c'est le Gabon qui a conclu la boucle. Alors, Brice Oligui est le seul parmi ces 5 putschistes de ces dernières années en Afrique à avoir organisé le plus tôt possible les élections présidentielles. Est-ce que ce n'est pas finalement cet aspect-là qui tente à fédérer autour de sa personne l'approbation de la communauté internationale? Ah oui, effectivement, au-delà de la préservation des intérêts français, mais il faut rappeler à toutes fins utiles que cette élection a été ouverte à tous. Il n'y a eu aucune contestation de la liste électorale, le processus électoral n'a pas posé de problème. C'est une élection sans anicroche, sans accident, sans incident. Tout s'est passé normalement. Donc, au regard de tout ce qui précède, je me dis que la France ne peut que saluer cette élection qui a été, pour ma part, inclusive. Et puis, au-delà de ça, c'est de saluer aussi la personne du président Oligui qui a décidé de se défaire de son manteau de militaire et d'aborder sa tenue d'homme politique. Et puis à côté de ça, il faut dire, pour avoir observé de près son programme de société, il propose énormément de belles choses aux Gabonais. Maintenant, est-ce que au niveau des actions, ce qu'il nous a été donné de voir sur le papier, couché sur le papier, est-ce que c'est ce qui sera offert aux Gabonais? On attend véritablement de voir ce qu'il va faire dans les mois et années à venir. Alors Laurent Monti, qui est politologue gabonais installé au Canada, a encore réagi à ce sujet sur la légitimité de l'actuel président gabonais puisqu'il est confirmé maintenant de façon démocratique. Et voilà ce qu'il en dit, on l'écoute et on revient pour en parler. Je dirais effectivement que les félicitations du président Emmanuel Macron et d'Alassane Ouattara et de bien d'autres leaders sont tout à fait légitimes. Pourquoi? Parce que on a quand même vu un processus électoral totalement différent de ce que les Gabonais ont connu. Je pense que c'est historique pour les Gabonais. C'est la première fois que les Gabonais votent dans un climat de paix et de quiétude où ils n'ont pas besoin de faire des provisions parce qu'ils ont peur des violences post-électorales. On rappelle les conditions catastrophiques des élections 2009, celle de 2016 et encore pire celle de 2023 où les observateurs internationaux ont été bannis, Internet était coupé, il y avait une psychose générale. Et là, vraiment, les Gabonais ont connu une élection limite bon enfant où les débats de fond ont pu se tenir sur les plateaux télévisés. On a eu un code électoral qui a fait l'unanimité, tout comme la liste électorale. On a vu des adversaires qui ont d'ailleurs reconnu eux-mêmes leur défaite parce que les conditions de l'élection ont été vraiment optimales. Internet n'a pas été bloqué. On a eu des débats contradictoires. Les frontières sont restées ouvertes. On a eu une présence des observateurs internationaux. Et fait inédit, les
dépouillements certains ont été filmés en direct à la télévision. Les procès-verbaux sont placardés devant chaque bureau de vote. Donc vraiment toutes les conditions de transparence, j'ai envie de dire, même si l'œuvre humaine n'est pas parfaite, les conditions de transparence ont été réunies. Donc ça mérite effectivement, non pas forcément les félicitations d'Emmanuel Macron Ouattara, mais de toute la communauté internationale, puisque c'est historique pour le Gabon et bien évidemment le corps peut paraître soviétique, mais c'est le choix souverain des Gabonais et je pense que c'est à féliciter ceux qui sont à féliciter au-delà des autorités du ministère de l'Intérieur qui a brillamment organisé ces élections. Soro Djabiga, on sent à travers les propos de Laurent Monti, qui, je le rappelle, est gabonais et qui est un observateur fin de la vie politique dans son pays, un certain soulagement qui peut-être reflète le sentiment général qui prévaut actuellement à Libreville et au-delà. Oui, mais il a raison parce que cette élection-là a la particularité de s'être déroulée dans des conditions apaisées. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de contestation. Les adversaires ont reconnu leur défaite et il y a eu des ralliements en faveur du candidat Brice Oligui. Donc je pense que l'élection n'est pas contestable. Surtout le parti, l'ex-parti au pouvoir. L'ex-parti au pouvoir, ça compte pour beaucoup dans l'élection de Brice Oligui. Il a suscité beaucoup d'espoir et la question qui reste maintenant à se poser, est-ce qu'il pourra satisfaire le peuple gabonais? Est-ce qu'il ne va pas les trahir? C'est parce qu'il y a eu une première trahison déjà après la prise de pouvoir par les armes. Il n'avait pas tout de suite manifesté sa volonté de conquérir le pouvoir. Moi, je vois cela comme une trahison. Et la célérité avec laquelle les chefs d'État français et ivoiriens l'ont félicité aussi, je me suis dit qu'ils auraient dû prendre du recul pour pouvoir interroger la crédibilité du processus électoral, ceux qui ont des regards différents, plus avertis par rapport à nous autres qui sommes à nos petits niveaux et sur notre petite chapelle. Je pense qu'il y a toutes ces questions-là qu'on devait remettre sur la table. Après, il y a eu des vérifications, il y a eu tout un suivi de tout le processus. Laurent Monti a évoqué dans l'élément qu'on vient d'écouter les élections présidentielles en 2009, en 2016 et en 2023. Et chacune, il y avait des irrégularités avant ces différentes élections. Le peuple gabonais qui faisait des provisions, il y avait une peur, il y avait une certaine crainte, il y avait la psychose dans le pays. Mais avec ces élections, une élection assez ouverte, où il n'y a pas eu de contestation, où les adversaires politiques ont reconnu leur défaite, même si pour certains, ils ont décidé de ne pas le féliciter, mais ont reconnu, n'empêche leur défaite. Donc, je pense que la France, la Côte d'Ivoire ou encore les autres pays n'avaient que s'allier. Oui, forcément. Alors, Jean-Richard Guessant, pour conclure sur ce sujet, est-ce que vous pouvez affirmer, de votre point de vue aujourd'hui, que le Gabon est enfin retourné sous un régime démocratique? Ah oui, je pense. Vous savez, Oligui Nguema connaît l'histoire du Gabon. C'est un proche du clan Bongo. Il a travaillé énormément avec ce clan, mais il y a avec lui sa jeunesse, âgé de 50 ans, son parcours. Il connaît les Gabonais le connaissent. Il connaît le vécu des Gabonais, il sait plus ou moins les difficultés que le peuple rencontre. Il a sillonné de bout en bout le Gabon et il connaît les réalités du pays. Donc pour ma part, je pense qu'on est dans un système démocratique et J'espère surtout qu'il arrivera à apporter le développement tant attendu par les Gabonais. Soro Djabiga, réaction à ce que vient de dire Jean-Richard? Pour ma part, moi je reste un peu sur mes réserves, parce qu'avec la reconnaissance des chefs d'État ivoiriens et français, moi je vois cela comme une légitimation postérieure d'un coup d'État, parce qu'il a accédé au pouvoir d'abord par un putsch. C'est un coup d'État qui a été salué par le peuple donc gabonais. Il y a des coups d'État salutaires. Il existe des bons coups d'État et des mauvais coups d'État alors. Moi, je ne le dis pas, mais j'observe que la réaction du peuple gabonais qui, dans son ensemble, a salué c'est vrai, ce coup quand même, d'État. après une dictature de plus de 40 ans d'une même famille, c'est pas du tout le même contexte que dans certains pays. On ne parle pas de coup de libération. Bon, en fait, donc, après, c'est apprécié avec le mot. Ça reste un coup d'État. Moi, c'est un coup de force, mais qui s'est conclu par une élection démocratique et apaisée. C'est ce qu'on constate. Voilà, donc je disais tout tantôt que moi je reste en tout cas sur mes réserves et on continue de prier le Seigneur pour que sa mission puisse s'accomplir et que la démocratie soit vraiment respectée sous les cieux du Gabon, quoi. Vous allez enchaîner avec le troisième sujet sur Djabiga parce que on a à côté de Brice Oligui Nguema en Afrique de l'Ouest donc 4 pays, oui c'est ça, 4 pays, les 3 pays de l'AES plus la Guinée-Conakry qui ont également connu des coups d'État militaires. Le Mali depuis 2020, non, depuis 2021 toujours, donc, mais un peu plus tôt que la Guinée-Conakry, qui en septembre de la même année
subissait également un coup d'État avec l'accession au pouvoir du général, rappelez-moi ce nom, Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Et jusqu'à présent, donc bien avant le Gabon, qui est le dernier de la liste, tous ces pays-là n'ont pas connu d'élections organisées dans des conditions, d'ailleurs même pas d'élections jusqu'à présent. Est-ce que cela veut dire que, non mais c'est vrai, outre l'AES, il y a également la Guinée-Conakry qui en fait partie, même si il y a une volonté beaucoup plus manifeste du côté de la Guinée par rapport à l'AES d'aller donc aux élections. Alors, est-ce que le Gabon est aujourd'hui un modèle pour ces autres pays qui ont également subi des coups d'État? Non, moi je ne dirais pas que le Gabon est un modèle, parce que le président gabonais a accédé au pouvoir par un coup d'État, tout comme ces autres pays. Mais il y a que la Guinée qui a trahi la norme, sinon les autres pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, connaissent des contextes un peu particuliers. Ces pays connaissent une guerre, ces pays sont en guerre. La Guinée a trahi? La Guinée, voilà, quand je dis trahi la norme, c'est-à-dire que la Guinée aujourd'hui, à l'instar de ces autres pays, n'a pas encore organisé d'élections. Mais elle montre une volonté manifeste d'y aller. N'empêche que... Ah oui, quand même ça avance là-bas le processus électoral. Oui, la Guinée est un élève chouchouté de la CEDEAO parce que la Guinée écoute les recommandations de la CEI et de la CEDEAO, disons. Les normes, justement, c'est d'aller vers une transition démocratique. Les normes, c'est pas de rester, garder la même mise dictatoriale sur un pays. C'est ça les normes. Oui, mais les pays de l'AES n'ont pas rompu avec la volonté d'aller à des élections. Ces pays ont simplement dit que nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre. Nous voulons reconquérir l'intégralité du territoire avant d'envisager des élections. J'ai envie de vous ramener avec honnêteté et objectivité à l'histoire. On a tous écouté ici, que ce soit Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, quand ils venaient au pouvoir, ils ne nous ont jamais dit qu'ils venaient pour finir de libérer leur pays. Avant d'aller aux élections, ils ont tous affiché la volonté manifeste d'y aller. Ibrahim Traoré même qui invoquait une période de 3 mois maximale pour soi-disant débarrasser le Burkina Faso des hordes terroristes. Assimi Goïta qui a été un peu moins ronflant dans ses ambitions affichées. Et l'autre également, Tchani, qui de façon comme tous les autres putschistes d'ailleurs dans le monde, hein, n'ont pas nié la nécessité d'aller à des élections démocratiques. Alors, quand vous dites que la Guinée-Conakry ne fait pas mieux, c'est quand même mais si pour ce rappel historique, moi je vais vous rappeler aussi que l'exercice de la guerre n'est pas une mission linéaire. C'est vrai que ces pays-là, ces putschistes-là, comme on les appelle, à leur avènement, avaient promis d'organiser les élections dans un délai très bref, mais ces personnes se sont confrontées à des réalités sur le terrain qui sont compliquées. Je vous le disais tout le temps. Donc ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils disaient. Voilà, on peut le dire. On peut dire qu'en 3 mois, donc jusqu'en janvier 2023, il aurait débarrassé le Burkina du djihadisme. Il ne savait pas de quoi il parlait. On peut le dire sous cet angle-là. Mais la réalité est que le terrorisme continue de persister sous les territoires de ces différents pays. Et ces pays ont la particularité d'être très pauvres. Ces pays n'ont pas d'ouverture sur l'océan. Ces pays ont des réalités qui sont typiques à eux-mêmes. On prend par exemple le cas du Niger, qui est un pays très pauvre, qui n'a que 8% de terres cultivables. Le cas du Mali est pareil, le cas du Burkina est pareil avec l'avancée du Sahel. Une balle de DCA tirée paye 3 kg de riz. Aujourd'hui, combien de personnes dans ces pays-là arrivent à se nourrir convenablement? Et on veut défier la CEDEAO. Non, on ne défie pas la CEDEAO. On veut organiser une organisation qui défend les droits et qui défend la sécurité de nos territoires. Ces pays ont estimé aujourd'hui que la CEDEAO ne peut pas garantir leur sécurité. Voilà pourquoi ils se sont retirés de la CEDEAO et ont créé une organisation au sein de laquelle ils se défendent eux-mêmes pour pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes dans les différents territoires. C'est quand même choquant, hein, j'en viens, c'est quand même choquant de se dire que ces pays-là reprochent à la CEDEAO de ne rien faire pour eux. On l'a dit il y a cela quelques temps sur ce même plateau, on a rappelé les différentes actions menées par l'organisation dans le sens du soutien, notamment au Mali puis au Burkina Faso, des armées dans leur lutte contre l'expansion du djihadisme. Pour le Mali, des Ivoiriens sont morts. Pour le Mali, des Burkinabés, même d'autres nationalités ont péri. Des Français ont été tués. Aujourd'hui, ces 3 pays décident de faire cavalier seul. Le constat, c'est que cela ne porte aucun fruit, malgré la multiplicité des annonces tonitruantes, grandiloquentes. Sur le terrain, le phénomène prend de l'ampleur. Oui, effectivement. Moi, je note tout simplement que cette volonté de création de l'AES en septembre 2023, il n'y avait qu'un seul objectif, c'est tout simplement se maintenir au pouvoir.
Et je pense pour ma part que ce soit au Mali, que ce soit au Mali avec Assimi Goïta, au Niger avec Tchani ou encore au Burkina avec Ibé, il y a... aussi. Bon, je vais m'arrêter pour l'heure sur ces 3 pays qui très souvent ont fustigé la CEDEAO, qui montrent une volonté... ont fustigé la CEDEAO. Il y a une volonté manifeste de ces 3 chefs d'État de ne pas aller aux élections. Contrairement à la Guinée-Conakry. Ça aussi, il faut le rappeler à chaque fois. Mais jusque-là, la Guinée n'est pas encore allée à l'élection aussi. Hein. Mais elle avance, elle montre, je disais qu'elle montre des signes manifestes. Mais il y a une lisibilité quand même dans ce que fait la Guinée, dans le sens de l'avancée vers la restauration de l'ordre démocratique. Et ces différents pays sont très souvent, comme on aime à le dire, dans la diversion. Ils sont dans bien de choses pour montrer que le pays ne se porte pas bien. Il y a l'insécurité. Et pourtant, lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, ils estimaient qu'en quelques mois, en quelques semaines, ils auraient rétabli l'entièreté du territoire national. Mais on a accusé la France d'abord, premier bouc émissaire. La France est partie, ça n'a rien donné. On a accusé la CEDEAO. La CEDEAO s'est retirée, ça n'a rien donné. On a accusé l'ONU. L'ONU s'est retirée, c'est devenu pire. Bon, finalement, à qui la faute? De ces accusations, la plupart des initiatives qui ont été menées n'ont pas porté de fruits. On l'a vu au Burkina Faso, avec les promesses tenues, avec les recrutements qui ont été faits. La population a été appelée à un effort de guerre, mais tous ces éléments n'ont quasiment rien apporté. Chaque jour, il y a des attaques terroristes. Chaque jour, il y a de la malversation, il y a des malversations, de la mauvaise gouvernance. Je pense que ce qui avait favorisé ces différents coups d'État ne tiennent véritablement pas aujourd'hui, et ces 3 chefs d'État tiennent à rester forcément au pouvoir, d'où cette création de l'AES en septembre 2023 pour ne pas lâcher le pouvoir. Soro Djabiga, est-ce qu'avec l'élection de Brice Oligui Nguema, qui, je le rappelle, était le dernier des putschistes à perpétrer un coup d'État en Afrique, de façon générale, lui qui arrive plus vite que les autres à organiser une élection démocratique, est-ce que ce fait-là accentue la pression sur les autres putschistes, à commencer par le Mali, ensuite la Guinée-Conakry et le Burkina Faso et le Niger? Non, il n'y a aucune pression sur ces pays-là. Ces pays sont venus par des putschs, c'est vrai, mais ces pays ont cassé les codes. Ils ne doivent rien à aucune institution sous-régionale ou africaine. Ils ne doivent rien? Ils ne doivent rien, mais ils le disent tout le temps, ils sont sortis de la CEDEAO. Ils le disent, mais qu'est-ce qui en est dans les faits? La CEDEAO a combattu aux côtés de l'armée malienne, aux côtés de l'armée burkinabé. Et qu'est-ce que ça a changé? Si la CEDEAO était efficace, ces pays n'allaient pas venir trouver des terroristes sur leur territoire. Soro Djabiga, je suis quand même surpris parce que vous dites, parce qu'on se souvient très bien que lorsque la CEDEAO, lorsqu'elle était présente tout autant que la France ou encore l'EUFOR, la coalition d'armées européennes, les attaques n'avaient pas cette ampleur. On le rappelle encore pour votre gouverne, de 2015 à 2022, on a enregistré tout au plus 6000 morts dans le conflit au Burkina Faso. De 2022 à 2024, c'est plus de 7000 morts. Ça veut dire que Ibrahim Traoré seul, avec le départ de ces différentes forces internationales-là, a fait plus de victimes. Ça, encore, on s'arrête seulement en août 2024, hein, parce qu'après, il y a eu beaucoup plus de victimes que tous ses prédécesseurs en 7 années de gestion du conflit sécuritaire. Donc, quand vous dites qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, on a des terroristes qui sont jusqu'à Sikasso, au Mali, qui vont jusqu'à Diapaga, même à 100 km de Ouagadougou, ce qu'ils n'osaient pas faire avant. Mais rien n'a changé. Ça a changé parce que la situation s'est aggravée. Ibrahim Traoré, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit Assimi Goïta ou que ce soit Tchani, ont trouvé le pays dans des conditions de guerre, dans une situation de guerre. Et ces personnes ont pris le pouvoir pour pouvoir combattre le terrorisme. Nous savons tous que le terrorisme est une guerre asymétrique. La guerre continue et on espère que ces personnes-là pourront débarrasser le territoire national de ces parasites-là. Ça ne s'aggrave pas, c'est la guerre qui continue. Vous savez, la guerre, ça va dans tous les sens. Hein. C'est pas une ligne qui est droite. Par moment aussi, ces putschistes-là arrivent à prendre de l'avance sur les terroristes. Par moment, oui, il y a eu plusieurs. Attends, suivez un peu sur RTB, le journal de Bienvenue Taoussa, vous verrez un peu les mais vous verrez les prouesses de Ibrahim Traoré sur les putschistes. On voit les frappes chirurgicales que les drones mènent sur les positions des chefs terroristes presque tous les jours. Il ne faut pas balayer ça. Le constat est que
les terroristes font le marché justement dans l'arsenal de l'armée burkinabé et des autres forces conjointes. Aussi continue de gagner du terrain aussi. De gagner du terrain. Attends, quand même, on prend le cas du Mali. On a vu les prouesses. C'est votre réalité que... Non, non. Dans votre monde que non, c'est dans votre monde que cela existe. On va écouter Laurent Monti justement qui réagit à cette question. Est-ce que le cas du Gabon peut faire école sur les autres putschistes de la région subsaharienne? Alors, mon cher Raymond, à la question de savoir si les États de l'AES doivent suivre l'exemple du Gabon, on aimerait tous dire oui, dans le sens où la transition gabonaise, comme l'a dit le général Brice Oligui Nguema, fait cas d'école. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, on a eu un chronogramme de la transition qui s'est déroulé tout à fait normalement, on a eu une transition inclusive, puisqu'Oligui Nguema a appelé autour de lui donc les anciens du régime Bongo, il a appelé autour de lui les anciens opposants à Ali Bongo, on a des personnalités issues de la société civile, on a des activistes qui ont rédigé la Constitution, qui ont déroulé le chronogramme de la transition, et ça aboutit effectivement à des élections anticipées qui devaient se tenir au mois d'août et se sont tenues là au mois d'avril. Donc on aimerait effectivement un retour rapide à l'ordre constitutionnel au niveau des États de l'AES, mais d'ailleurs le général Brice Oligui Nguema, face à des journalistes français, a plus ou moins pris le parti de ses frères d'armes, comme il les appelle. Il met effectivement en avant des contextes différents, et c'est vrai que quand on regarde de plus près ce qui a justifié le coup d'État au niveau du Sahel, c'est le contexte sécuritaire. Ce qui a justifié le coup d'État au Gabon, c'est la mise à l'écart du régime Bongo PDG, qui était devenu un régime prédateur et qui était un régime à bout de souffle. Donc les raisons ne sont pas les mêmes. Est-ce que le contexte sécuritaire permet de tenir des élections aujourd'hui dans les États de l'AES? La question reste posée, mais on voit effectivement que le général Tiani au Niger a pris le contre-pied d'Oligui Nguema, puisqu'il s'est vu attribuer 5 ans de transition, c'est l'équivalent d'un mandat, alors que Oligui Nguema, lui, au lieu de faire 2 ans, il a fait 18 mois. Donc c'est vraiment des trajectoires différentes qui répondent certainement à des logiques aussi différentes. Il y a des logiques internes, des logiques internationales. On voit que les États de l'AES sont engagés dans une recomposition géopolitique, mais je pense que toute cette recomposition aurait plus de force si ça s'inscrivait dans un cadre constitutionnel. Donc on ne peut que souhaiter à tous ces États de revenir à un ordre constitutionnel. Ça donnerait beaucoup plus de légitimité à leur démarche et à la recomposition géopolitique. Jean-Richard Nguyen, son commentaire suite aux propos de Laurent Monti. Moi, je vais rester dans sa chute. Il faut que ces différents États de l'AES reviennent à un ordre constitutionnel, ce qui va apporter plus de poids à leur combat contre le terrorisme, parce que très souvent, même en interne, ils sont contestés parce que leur légitimité pose problème. Est-ce que même ils ne commettent pas eux-mêmes des actes de terrorisme? On a une sorte de génocide sur les peuples, pour ne pas dire un génocide qui est pratiqué aussi au vu de tous. On n'invente rien. Des soldats de l'armée burkinabé. On dit bien des soldats de l'armée burkinabé. On ne parle pas d'informations qui sont véhiculées par les médias internationaux, pas de soldats de l'armée qui se filment en train de massacrer des populations, en train de découper des enfants, des bébés. C'est-à-dire des soldats qui se filment et qui s'en vantent. Alors là, quand on perpètre un génocide de façon aussi criminelle, alors qu'on est un régime censé incarner l'État central, Jean-Richard Nguyen, et qu'on commet une multitude de massacres ailleurs dans le pays, bon, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux djihadistes? Moi, j'espère que dans les mois qui suivent, c'est vrai que déjà au Niger, selon ce qui est ressorti de la rencontre de la classe politique, c'est plus de 5 années de gouvernance pour le général Tiani. Je pense que c'est énorme. Je pense pour ma part qu'il y a la possibilité d'organiser des élections, de revenir à un pouvoir légitime. Et puis, c'est véritablement dommage ce qui se passe dans ces différents pays. Laurent Monti estime qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire le nécessaire pour aller à une élection, à la restauration de l'ordre démocratique. Vous savez, on ne cessera jamais de le dire, la démocratie garantit la stabilité dans un pays. Mais c'est cette même démocratie qui a été perturbée par cette vague de contestation qui a été incarnée par ces putschistes-là que nous voyons aujourd'hui. Mais il faut reconnaître aussi que ces putschistes sont arrivés dans un contexte de guerre. Il y avait un manque de sécurité au niveau de leurs pays respectifs.
Et à leur arrivée, effectivement, chacun d'eux a fait la bouche fine, chacun d'eux a promis d'écarter, d'éradiquer les terroristes de leur territoire. Mais malheureusement, triste et force est de constater que les terroristes continuent de persister sur leur territoire. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre ces différents États-là et l'institution sous-régionale qui est la CEDEAO. Et ce qu'ils évoquent est réel, c'est factuel. Donc je pense que plutôt que de leur jeter la pierre, plutôt que de les accuser, plutôt que de les mettre, je pèse mes mots, plutôt que de les mettre des bâtons dans les roues, il faut favoriser un dialogue inclusif. Il faut attendrir le discours entre les deux parties. Mais Soro Djabega, vous n'ignorez quand même pas que la CEDEAO ne fait que tendre la main à ces gens-là. Non. Il y a eu des sanctions humanitaires qui ont mis ces pays-là dans des situations défavorables, dans des situations catastrophiques. Et ce sont ces sanctions-là qui ont amené ces pays à avoir des positions très dures vis-à-vis de la CEDEAO et des autres pays qui la supportent. Face au braquage de ces gens-là qui refusent de dialoguer. Mais quand vous faites un coup d'État, c'est normal qu'il y ait des sanctions. Oui, mais voilà. Et quand on prend des sanctions et qu'on vous demande la discussion et que vous n'obtempérez pas, on renforce les sanctions. Et quand vous refusez encore d'obtempérer, on renforce encore les sanctions. Le problème est que la CEDEAO aujourd'hui... Est-ce que ça vous surprend ça? Le problème aujourd'hui est que la CEDEAO n'arrive pas à créer un cadre de confiance entre elle aujourd'hui et les États qu'elle fédère. Parce que la CEDEAO crée un cadre de deux poids, deux mesures entre d'autres États chouchoutés et d'autres États vers qui on est dû. Voilà ce qu'on a vécu tout récemment avec la Guinée. Aujourd'hui, on prétend que la Guinée est sur la bonne voie parce que la Guinée négocie. Hier, c'était Omarou Sissoko Mbalo qui a attaqué ces pays-là, qui a chassé une délégation de la CEDEAO qui était venue lui dire d'organiser les élections parce qu'il était dans le délai constitutionnel de la fin de son premier mandat. Donc je pense que la CEDEAO même a un problème en son fond. Soit on dissout la CEDEAO ou bien on s'aplatit carrément, on reconnaît ses erreurs pour pouvoir recréer encore les liens avec ces différents pays-là. Parce qu'effectivement, mon co-débatteur l'a dit, et il a raison, il faut porter assistance à ces pays-là, il faut les ramener vers nous pour pouvoir, faciliter la lutte. On n'a plus de temps, c'est dommage. Ce que je souhaiterais dire assez rapidement, au-delà de la crise de confiance entre ces chefs d'État et la CEDEAO, il y a aussi une crise de confiance entre les populations aujourd'hui et ces jeunes au pouvoir. Dans plusieurs pays démocratiques, notamment. C'est malheureux, tout simplement pour rappeler que tout peut être fait, tout est fait, mais cela ne semble guère améliorer les conditions d'exercice politique dans ces différents pays parce que les oppositions restent brimées, les populations restent martyrisées, les crimes de masse perpétrés par ces jeunes au pouvoir tendent à s'amplifier, c'est bien dommage. On va se dire au revoir sur cette triste réalité. Puis on se retrouve demain pour un autre numéro de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. D'ici là, portez-vous bien.